Chers amis, c'est l'heure, nous reprenons. Merci de regagner vos places. Donc, la pause étant finie, n'est-ce pas? Table ronde numéro 2, évolution et bouleversement prévisible des énergies traditionnelles. Et cet après-midi, on parlera plus des énergies nouvelles. L'objectif de cette table ronde est d'aborder les évolutions, les menaces et les opportunités relatives aux grandes, entre guillemets, énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, nucléaire. En effet, ces énergies traditionnelles, notamment les énergies fossiles, gouvernent encore largement les marchés. C'est ce que Samuel Furfari a expliqué ce matin, car elles représentent les productions et les flux les plus importants et aussi les prix les moins chers. Pour cette raison, elles sont recherchées en priorité par les pays émergents qui tendent ainsi à s'affranchir des contraintes dues à la question climatique. Modérateur Éric Revel, merci. Intervenant Philippe Charlez, Yves Bréchet, Noémie Rebière. Bonjour madame, ravi de vous accueillir. Eh bien, je vous laisse la parole pour 1 heure. Alors, je rappelle, malheureusement, on avait un choix à faire. On ne prend pas les questions. Bon. Parce que sinon, ça oblige à raccourcir de 15 minutes. Et comme en fait, on a 4 tables rondes, on est très minuté. Et on a choisi de laisser plus de temps pour que nos intervenants puissent développer leurs propos sans pression excessive. Donc, messieurs, je vous laisse la parole. Merci voilà. À vous, c'est très gentil. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour cette nouvelle table ronde. Est-ce qu'on entend suffisamment les débats ou est-ce qu'il faut demander aux gens de parler plus fort? Plus fort. Moi, j'entends très bien, je suis au premier rang, mais est-ce que c'est le cas de tout le monde? Bon, il faut parler un peu plus fort. Oui, j'ai un petit peu l'habitude, mais je peux, si vous voulez le mettre sous le nez, non, ça va là. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon, merci beaucoup. Donc, merci d'être pour cette nouvelle table ronde. 3 intervenants, puisque M. Nguyen, malheureusement, ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, pris par des activités professionnelles. Si ma mémoire est bonne, je vous demande d'accueillir Yves Bréchet, qui est en vidéo avec nous, qui est l'ancien haut-commissaire, bien sûr, à l'énergie atomique. Yves Bréchet, un expert incontournable lorsqu'on parle d'énergie nucléaire et d'énergie atomique. Merci aussi d'accueillir Noémie Rebière, qui est chercheuse experte en énergie dans la défense et la sécurité, et un thème qui intéressera, je pense, beaucoup de personnes ici, puisque nous sommes à l'école militaire, c'est de savoir si la défense, nos armées, se mettent au vert, et si d'ailleurs, on pourra faire un benchmark, hein, Madame Rebière, c'est un teasing que je vous fais, un benchmark vis-à-vis d'autres armées. On sait que l'Allemagne met 100 milliards d'euros sur la table pour moderniser son outil militaire. On sait que l'OTAN, plus en avance, plus en retard que nous. C'est toutes ces questions que j'aimerais aborder avec vous tout à l'heure. Et puis, j'accueille aussi Philippe Charlez. Bonjour Philippe. Bonjour. Expert en questions énergétiques à l'Institut Sapiens. Alors, je rappelais à Philippe que l'Institut Sapiens, c'est notamment Olivier. Notamment Olivier Babot. Olivier Babot, dont j'ai eu le papa, André Babot, qui était le patron du Crédoc en prof d'économie. Donc ça vous explique que bon, le temps passe et que qui est malheureusement décédé, qui est décédé il y a 3 ans. Voilà. Alors je vais commencer avec vous, Philippe Charlez, parce que bon, ça fait évidemment très longtemps que vous penchez sur ces questions d'énergie fossile, d'énergie renouvelable. Vous avez publié plein de livres sur le sujet. Bon, vous êtes un expert incontournable. Et je regardais quand vous avez commencé votre brillante carrière, 92% des énergies dans le monde étaient des énergies fossiles. Depuis, est-ce qu'on a beaucoup régressé ou progressé? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette évolution? On va se donner 3 dates. Effectivement, j'ai commencé ma carrière en 1982 et on était à 92% d'énergie fossile. En 2000, quand j'étais en pleine carrière, je vais dire, on était à 86%. On avait quand même perdu 6%, essentiellement grâce à la mise en œuvre du nucléaire dans les années 70, 80, 90. Et je prendrai ma retraite en janvier prochain et nous serons à 82% d'énergie fossile. Donc, ce qui veut dire que globalement, ça n'a pas vraiment changé depuis le début du siècle. En fait, la part des énergies fossiles a fortement baissé dans les pays de l'OCDE. En France, c'est un des seuls pays où le pourcentage d'énergie fossile est inférieur à 50%.
c'est 72% dans l'Union européenne et 82% dans le monde. Mais on va dire que, et Samuel Furfari l'a bien dit, que la baisse des énergies fossiles dans l'OCDE a été largement compensée par une augmentation bien supérieure dans les émergents, parce que c'est 82% d'un volume bien supérieur, bien évidemment, puisqu'entre 1970 et aujourd'hui, la consommation d'énergie a à peu près doublé. Donc on est passé de 92% de 1 à 82% de 2. Philippe, il y a eu les chocs pétroliers, bien sûr, de 73 et de 79, et j'ai en mémoire ce que me disait feu le regretté Christophe de Margerie, le patron de Total, qui me disait, alors il y avait évidemment cette évolution, cette recherche d'utiliser moins d'énergie fossile, trop carbonée, au profit d'autres énergies. Et il me disait, mais depuis le temps qu'on annonce le peak oil dans le monde, en fait, on trouve sans arrêt des gisements pétroliers, par exemple. Donc ma question est très simple. Est-ce que la décroissance des énergies fossiles se fait du côté de l'offre, ou bien est-ce qu'en fait, on ne demande pas aux consommateurs de demander moins d'énergie fossile? Alors c'est une question de fond. Et je crois qu'il faut commencer par expliquer qu'il y a beaucoup d'ONG qui disent aujourd'hui qu'il faut arrêter tout nouveau développement de champs pétroliers et de champs gaziers. Naturellement, les champs pétroliers, les champs gaziers, leur production baisse naturellement. Hein. C'est comme quand vous ouvrez une bouteille de butane, la pression baisse et la production baisse. Elle baisse environ de 4 à 6% par an, dans un monde où elle continue de progresser d'1 à 2% par an. Donc ce qui veut dire que si on arrêtait tout développement de champs pétroliers ou gaziers aujourd'hui, puisque ce qu'on explique, c'est uniquement pour faire plaisir à des majors pétroliers, en fait, on observerait une rupture offre-demande pratiquement instantanément dans les 2-3 ans, avec un prix du baril dont je n'ose même pas imaginer le niveau. Et donc là, vous avez effectivement ce que j'appellerais une réduction de la consommation par l'offre, et donc par les prix. Et ça peut être effectivement très rapide, mais hyper douloureux, avec des conséquences à la fois sociétales et géopolitiques qu'on n'ose à peine imaginer. Le deuxième moyen, comme vous le dites, c'est la réduction par la demande. Donc ça veut dire d'attendre que le consommateur décide de moins consommer de pétrole. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus complexe, puisqu'il faut lui proposer des alternatives qui sont aussi simples à mettre en œuvre et aussi peu coûteuses. Et de ce côté-là, malheureusement, et le chiffre de 82% en est l'expression mondiale, c'est que pour l'instant, on n'y arrive pas. Alors, je vais me tourner vers Yves Bréchet, l'ancien haut-commissaire à l'énergie atomique. Monsieur le haut-commissaire, merci d'être avec nous en duplex. Alors, je voulais vous interroger sur, évidemment, le nucléaire. En suivant de loin l'actualité de ces secteurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a commencé avec une sorte de maladresse en direction du secteur nucléaire. Il y a eu la fermeture de Fessenheim, dont il a été comptable, même s'il ne l'avait pas initié. Et puis il y a eu le discours de Belfort, où on a l'impression que le chef de l'État s'est aperçu que le nucléaire était un point déterminant, la relance des petites centrales. Quelles sont les conditions, Monsieur Bréchet, politiques, économiques, pour une relance à la fois courageuse et efficace du nucléaire ? On ne vous entend pas. On va peut-être vous entendre, j'espère. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, on vous entend. Merci. Bien, d'accord. Bien, merci de l'invitation. Donc, en ce qui concerne le nucléaire, donc effectivement, il y a eu un certain nombre de boulettes qui ont été faites. On peut espérer qu'on en sort. Moi, je dis assez volontiers que je juge plus facilement un arbre à ses fruits qu'à ses feuilles. Donc, j'attends que les discours soient suivis d'action. Alors, ceci dit, qu'est-ce qui peut rendre et qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour relancer le nucléaire en France? La première chose, c'est évidemment une volonté politique, mais une volonté ferme et une volonté qui s'inscrit dans un certain nombre d'actions dans le long terme. On est encore dans une logique qui consiste à penser qu'on va avoir une politique énergétique dans le pays à l'aide de PPE qui sont faites pour 3 à 5 ans, alors qu'une politique énergétique, ça se conçoit pour 30 à 50 ans. Donc ça, c'est la première chose qui me semble indispensable, c'est que cette volonté politique doit s'inscrire impérativement dans une vision à long terme du paysage énergétique. Un deuxième aspect d'un point de vue politique qui me semble important, c'est d'avoir une autorité de sûreté qui est
indépendante, compétente, et qui n'est pas pour autant en roue libre, c'est-à-dire qui rend compte au Parlement, qui rend compte à l'OPEX, puisque c'est essentiellement sa fonction. Et c'est en ce sens qu'il me semble impératif d'avoir une seule autorité de sûreté qui rassemble l'ASN et l'IRSN dans un mode de fonctionnement qui lui donne la totalité de la liberté des interactions scientifiques qu'elle peut avoir, et qui soit financé par l'État et pas financé par des contrats avec les gens qu'elle est censée contrôler. Un troisième point qui me semble important d'un point de vue politique, c'est la nécessité de relancer un vivier de formation. Alors, quand j'entends par formation, ce n'est pas simplement formation au niveau ingénieur, mais c'est aussi formation au niveau technique. Alors, un certain nombre des acteurs du nucléaire se sont engagés dans cette direction-là. C'est aussi très important parce qu'en fait, le nucléaire n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'aspect formation, aussi bien du point de vue des ingénieurs, j'entends des vrais ingénieurs, ceux qui fabriquent quelque chose ou qui font tourner une usine, pas ceux qui font les plantes vertes, ou des techniciens, cette formation-là est quelque chose qui va manquer cruellement à l'ensemble du pays qui a été quand même méthodiquement désindustrialisé pendant les 30 dernières années. Donc le nucléaire est une illustration de ça, mais c'est particulièrement important. Monsieur Alors Bréchet, maintenant, il y a Monsieur Bréchet, oui. si je peux me permettre de vous couper la parole, il y a 2 points essentiels que j'aimerais vous creusiez un peu, si vous me le permettez. La question de la sécurité nucléaire, j'ai en mémoire un débat avec Loïc Lefroc-Préjean qui expliquait que peut-être qu'en France, on était plus sourcilleux que sourcilleux en matière de sécurité nucléaire et que c'était peut-être aussi un frein. Première question, est-ce que vous partagez cet avis? Deuxième question, sur les techniciens, me revient en mémoire l'intervention de l'ancien patron d'EDF, M. Lévy, qui avait expliqué lors des rencontres du MEDEF il y a 2 ans qu'on manquait de soudeurs, par exemple, sur les installations nucléaires, qu'on lui avait demandé de fermer des centrales nucléaires, que maintenant on lui demandait d'en rouvrir et qu'il n'avait pas la main-d'œuvre. Est-ce qu'on a pris du retard par indécision ou par erreur politique? Alors 2 choses. En ce qui concerne la sûreté, je pense fondamentalement qu'on a eu une course à l'échalote dans les 15 dernières années entre l'IRSN et l'ASN et qui était essentiellement liée au fait qu'on faisait beaucoup plus de communication vu qu'on construisait rien. Je pense que ça n'est pas une fatalité. Je pense que l'ASN a les compétences ou peut mobiliser les compétences pour pouvoir faire son travail de sûreté, son travail de gendarme de nucléaire, si vous voulez. Mais il faut clarifier les choses, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de dire ce qu'on doit faire, de dire comment on doit le faire et de vérifier que ça a été fait. La confusion des genres entre ces 3 actions est malsaine. Et donc, je pense qu'il faut les clarifier. Il faut que l'ASN puisse mobiliser des compétences, pas forcément en son sein si elle ne les a pas. C'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire tant que l'ASN et l'IRSN étaient séparés, parce que grosso modo, si par malheur, l'ASN avait envie de mobiliser une compétence en dehors de l'IRSN hurlait qu'on était en train de les contourner. Le troisième point qui me semble important, c'est que je ne connais pas d'autorité quelle qu'elle soit qui ne soit portée à exagérer si elle n'est pas soumise si elle ne doit pas rendre compte de ce qu'elle fait. Alors l'ASN rend compte devant l'OPEX, et c'est très bien, ça lui donne sa légitimité politique. Le problème, c'est que l'OPEX n'est pas forcément créé pour comprendre en profondeur les rapports que lui rend annuellement l'ASN. Donc moi, une de mes recommandations, c'est de dire qu'il faut que l'OPEX se grée d'un conseil scientifique, pas un grand conseil scientifique qu'on voit une fois par an pour lui payer un repas, mais un conseil scientifique ad hoc avec des gens qui sont validés par les académies des sciences, l'Académie des technologies, l'Académie de médecine, pour pouvoir lui décortiquer le rapport qui lui est présenté chaque année des décisions de l'ASN. Moyennant quoi, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Je pense qu'il est important que l'autorité de sûreté soit indépendante, il est important qu'elle rende compte, et il est important qu'elle ne dépende pas pour ses financements des gens qu'elle est en train de contrôler, ce qui n'était pas le cas, par exemple, de l'IRSN. Donc ça, c'est le premier point. Alors après, évidemment, on peut toujours râler que l'ASN fait des règlements trop pointilleux. Je pense que la question de fond, c'est de se dire, quand on prend une décision et une évolution de décision, l'ASN est in fine l'instance décisionnelle, il faut que ça conduise à une augmentation de la sûreté et pas simplement une augmentation du coût de la sûreté. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que j'ai répondu à peu près à ce que vous disiez. Sur la question des techniciens et du manque de compétences, avec la déclaration de M. Lévy, qui avait, il était en partance de toute façon de la présidence de l'EDF, mais il a dit les choses, il a mis les points sur les i. On m'a demandé de fermer des centrales, des réacteurs, des centrales, à un horizon donné.
bah, je n'avais plus besoin de ces techniciens et maintenant vous me demandez d'en rouvrir, donc j'ai plus la main-d'œuvre qualifiée adéquate. Mais je pense qu'il y a un aspect qui est l'aspect, stabilité des décisions politiques, encore une fois. Je vous dis, imaginez quelqu'un des entreprises qui font du soudage, on en a encore, mais elles vont sûrement pas s'engager dans le nucléaire quand le nucléaire, tous les 6 mois, change d'avis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la pénurie de main-d'œuvre qu'on voit dans le nucléaire est une pénurie de main-d'œuvre technique dans l'ensemble du pays qui s'est désindustrialisé au-delà du raisonnable, de manière évidente. On est en train encore de payer l'héritage de je ne sais quel âne qui disait qu'il rêvait d'une industrie sans usine. Ça, fondamentalement, on a vécu sur ce truc-là avec une idée qui finit par être complètement loufoque, d'imaginer que l'industrie, c'est une collection de start-up, et ce genre de choses, on finit par le payer. Donc maintenant, ça veut dire qu'il faut dire l'industrie, et en particulier l'industrie nucléaire, mais pas que, a besoin de gens qui construisent, elle a besoin de gens qui conçoivent, et qu'on ne peut attirer les gens qui construisent et qui conçoivent dans cette industrie-là que si cette industrie a une vision à long terme. Ce que n'a pas eu l'industrie nucléaire, de par son propriétaire essentiel qui était l'État. Cette vision-là n'a pas été présente dans les 20 dernières années. Dans les 20 dernières années, on avait le nucléaire honteux et on ne pensait qu'à une chose, c'était de le détruire. Et quand vous avez une génération à qui vous n'êtes pas foutu de proposer autre chose que de leur dire on va démonter ce que vos parents ont fait, il faut leur fournir en même temps le psychanalyste. Merci Yves Richet, je reviendrai avec vous tout à l'heure. Philippe Charlez, ouais, c'est bien, on ne mâche pas ces mots, c'est bien. Philippe Charlez, bon, le nucléaire est une énergie décarbonée. Bon, il y a évidemment le problème, le sempiternel problème des retraitements des déchets qu'il ne faut pas évacuer d'un revers de main. Mais puisqu'on se dit les choses, on a le sentiment quand même qu'on a payé très cher en France l'idéologie politique des Grünen allemands, qui ont été les premiers. Alors, je ne dis pas qu'il y avait une collusion avec le pouvoir en place, qu'il soit SPD ou CDU, mais en tout cas, les Grünen allemands, tel le gramscisme, ont ensemencé le terrain culturel anti-nucléaire. Parce que peut-être que l'Allemagne, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, n'avait plus à disposition une énergie suffisamment bon marché pour faire tourner son industrie, parce que je rappelle que le modèle macroéconomique allemand, il est fondé sur les exportations et pas sur la consommation. Est-ce que vous diriez qu'on s'est fait rouler dans la farine par les Grünen allemands? Ben oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On voit très bien aujourd'hui que l'énergie 22 allemand a jeté les renouvelables dans les bras du gaz. Hein, on l'a dit tout à l'heure, les renouvelables ne peuvent pas suffire à eux-mêmes. Le nucléaire est plutôt une énergie de base et non pas une énergie de pointe. Le charbon n'en veut plus, il en restait plus qu'un, c'est le gaz. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2015 et 2022, la génération électrique charbonnière en Europe a diminué de 60%, donc là on peut être content, c'est bien. La génération électrique nucléaire a diminué de 10%, les renouvelables ont augmenté de 80%, et le gaz a augmenté de 55%. Donc ce qui veut dire qu'incontestablement, implicitement, l'influence allemande, mais l'Europe en général qui a suivi, a implicitement choisi le gaz comme meilleur ami des renouvelables. Et on le voit aujourd'hui, et je crois que la question, c'est de savoir est-ce que ça va continuer dans ce sens, ou est-ce qu'au contraire, on peut changer ce paradigme. Et compte tenu de ce qu'explique Yves Bréchet sur la difficulté à mettre en œuvre le nucléaire, qui est quand même une des alternatives, en petit réacteur ou en gros réacteur, on peut en reparler après, le gaz va continuer à jouer un rôle essentiel dans l'avenir énergétique de l'Europe. Et donc, ça veut dire que derrière, et ça, je crois qu'on peut rebondir avec Noémie, c'est qu'il va falloir penser à notre stratégie gazière dont plus personne ne parle aujourd'hui. Alors, on va revenir avec Noémie tout à l'heure sur la mise au vert des armées françaises, si j'ose dire. Mais autre question, mon cher Philippe. Aujourd'hui, on voit bien que les centrales à charbon allemandes tournent à plein régime. Alors, juste une question. Est-ce que vous avez entendu beaucoup de verts allemands dire mais cette énergie est extrêmement polluante, il faut arrêter le plus rapidement possible nos centrales à charbon? Ah non, entre le nucléaire et le charbon, les Allemands ont clairement choisi le charbon. L'opposition
Il faut revenir sur le discours qu'avait fait Yannick Jadot lors de son intronisation. C'était un discours fin janvier 2022 à Lyon. Il avait expliqué, je le cite dans le texte, « Notre opposition au nucléaire n'est ni technique ni climatique, elle est politique en plus d'être morale. » Ça dit tout. Donc, c'est-à-dire que quand vous vous opposez moralement à quelque chose, forcément, vous ne pouvez pas y aller. Je crois que c'est Brice Lalonde qui disait que pour un écolo, accepter le nucléaire, c'est un peu comme un chrétien réfuter la Bible. Bon, tout est dit. Donc, c'est-à-dire que l'opposition des écolos et l'opposition des écolos allemands au nucléaire, elle est purement morale. Alors, on peut remonter, ça date du début des années 60 et des mouvements pacifistes qui ont généré les mouvements écologistes. Et donc, l'opposition, les écolos, et c'est encore le cas aujourd'hui, quand on entend la ministre de l'Énergie belge, ne font toujours pas la différence entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Le nucléaire civil est pour eux un potentiel nucléaire militaire qui pourrait être utilisé à des fins belliqueuses. Monsieur Bréchet, sur cette question-là, pardonnez-moi, j'ai cité tout à l'heure le discours du président de la République de Belfort, qui a marqué une véritable inflexion sur le nouveau développement du secteur nucléaire. Diriez-vous que ce discours est un marqueur important de la relance du nucléaire en France ? C'est un marqueur important du discours. Donc pour vous, derrière, il n'y a pas de moyens financiers, on parle des nouveaux SMR, on parle de tout ça. Pour l'instant, on est dans le discours, pas dans l'action. C'est ce que vous nous dites ce matin. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours bien d'arrêter de dire des bêtises. Donc, plutôt que cette modification du discours est plutôt saine. Maintenant, il y a un certain nombre d'actions à amener dans le nucléaire. Il y a l'action du grand carénage qui est déjà, d'une certaine manière, lancée du côté d'EDF. Il y a la question de la construction des nouveaux réacteurs, mais ça, il faut passer commande des nouveaux réacteurs, des nouveaux EPR. Après, les SMR se ressemblent quand même assez fortement à un rideau de fumée, hein, je voudrais pas dire, mais on a beaucoup de SMR. Moi, j'aimerais bien savoir sur quels critères on choisit qu'on prend celui-là ou plutôt qu'un autre. Et je ne veux pas tous les passer hors vue, je les ai à peu près tous vus. Vous en avez qui sont à peu près raisonnables parce qu'ils correspondent à des technologies déjà validées. Et puis, vous en avez d'autres qui sont quand même, disons, pour le moins aventureux vis-à-vis de la technologie à déployer. Alors maintenant, on en est arrivé à un point où il suffit d'avoir passé 4 transparents version McKinsey pour s'imaginer qu'on a construit un réacteur. C'est juste pas vrai. Je veux dire, il faut savoir comment on le construit, avec quoi on le construit, quel est l'outil industriel qui permet de le faire, quel est le cycle de combustible dans lequel il s'inscrit. Enfin, c'est quelque chose de sérieux, le nucléaire. C'est pas quelque chose dont on se contente de parler, c'est quelque chose qu'on construit, qu'on analyse, y compris dans ses dimensions géopolitiques. Moi, quand on me dit qu'on va acheter de l'uranium enrichi pour pouvoir l'envoyer aux États-Unis pour fabriquer en combustible qu'on va rapatrier en France après, je dis, est-ce que vous avez réfléchi 2 minutes? Est-ce que vous êtes en train de me raconter? Donc, je veux dire, il y a quelque chose qui est beaucoup, en ce qui concerne les SMR, sur une communication de choses qu'on peut annoncer plutôt que de choses qu'on peut construire. Je pense que les SMR ont un sens, moyennant une analyse scientifique et technique solide et un pilotage solide du choix qu'on en fait. Et quand on nous dit, regardez ce qui se passe aux États-Unis, ben, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que tous les SMR dont on est en train de parler, ils sont tenus d'une main de fer par le Department of Energy aux États-Unis, qui fait des analyses scientifiques et techniques qui sont à des années-lumière du genre de bavardage qu'on peut voir en France. Alors, puisqu'on parle des États-Unis, Philippe, juste un mot peut-être. On parle d'un pays qui est en train de subventionner très lourdement la réindustrialisation avec le fameux IRA, l'Inflation Reduction Act. C'est à la fois des subventions colossales, ce qui pour un pays libéral d'ailleurs manque pas d'air, hein, mais aussi c'est du gaz de schiste. C'est-à-dire qu'on a une énergie qui est proposée pas cher du tout, et avec des subventions. Est-ce que la politique énergétique européenne, via les énergies renouvelables, développement du photovoltaïque, de l'hydrolien, de l'éolien, plus le nucléaire, peut nous préserver de délocalisation massive d'entreprises? On sait que des géants allemands sont en train de se délocaliser. On a connu la mondialisation direction la Chine. Est-ce qu'on va connaître la délocalisation direction États-Unis? Alors, pour l'instant, je vais dire oui.
J'ai travaillé pas mal sur les gaz de schiste dans les années 2010-2012. C'était à l'époque le mal absolu. Il faut même se rappeler qu'à un certain moment, une cargaison en présence de GNL en provenance des États-Unis, qui avait été affrétée par Engie, Ségolène Royal, qui était à l'époque ministre de l'énergie, enfin de la transition écologique et solidaire, voulait l'interdire d'accoster à Dunkerque, soupçonnant que c'était du gaz de schiste. Il faut quand même savoir que depuis un an, la France est le premier importateur mondial de gaz de schiste. Alors on n'importe pas du gaz de schiste que pour la France, on en importe aussi pour après, comme nous avons pas mal de terminaux de liquéfaction, il y en a une certaine quantité qui est redistribuée dans les pays européens qui n'ont pas d'accès côtier. La deuxième chose, c'est peut-être, pour répondre à votre question, de rebondir sur ce que Yves Bréchet a dit sur le discours de Belfort. Si on veut réindustrialiser, il faut à peu près, nous l'avons calculé justement dans une étude qu'on est en train de terminer avec mes collègues au sein de l'Institut Sapiens, environ 1200 TWh d'énergie finale à l'horizon 2050. C'est plus que ce que dit la PPE, mais nous considérons que les 970 sont absolument insuffisants. Et sur les 1200 TWh, on va considérer qu'il y en a à peu près 2/3, les 66%, c'est ce que Madame disait tout à l'heure, donc c'est-à-dire 800 d'électricité et 400 de chaleur résiduelle. Eh bien, quand je prends toutes les puissances associées au discours de Belfort avec les 14 EPR, eh bien, je n'arrive pas à mes 800, j'ai encore pratiquement 200 TWh de gaz manquant, 200 TWh d'électricité manquante qui ne pourront, ou alors vous me trouvez une autre source, venir que du gaz. Alors on va me dire, ça peut être du gaz vert, oui, mais le gaz vert, on en aura besoin dans la chaleur, il ne pourra pas à la fois faire l'effet chaleur et électricité. Donc ça veut dire qu'encore une fois, même avec le discours de Belfort et toute la réalisation, on n'arrive pas à se priver du gaz à l'horizon 2050, d'où ma question. Que faut-il faire, M. Bréchet, pour accélérer le nucléaire et essayer de limiter autant que possible l'accès au gaz ? Parce qu'il y a quand même un point fondamental que je voulais ici répéter, c'est que le gaz est un business d'OPEX, c'est-à-dire que le prix du gaz représente 80% du prix du mégawattheure électrique, alors que dans le nucléaire, l'uranium, c'est 5%. Donc, c'est-à-dire que le prix du gaz est beaucoup plus sensible à la volatilité des cours, et on l'a observé au cours des dernières années. Alors, quand le gaz est bas, c'est bien, mais quand il est haut, tout le monde hurle, alors que le nucléaire a l'avantage d'un prix du mégawattheure. Ce qui fait le prix du nucléaire, c'est le prix de la construction du réacteur. L'uranium joue sur une fraction, je vous ai dit, très faible, inférieure à 5%. Et donc, même si on observait de graves, je vais dire, incertitudes sur le marché de l'uranium, etc., alors c'est important de s'approvisionner, ça n'aura pas un impact majeur sur le prix de l'électricité, d'autant, comme on l'a dit, qu'avec la surgénération, on a déjà du combustible en masse en France. Et donc, l'accélération de la construction des centrales nucléaires est l'un des points clés. Mais j'ai du mal à croire qu'on va pouvoir construire de l'ordre de 50 gigawatts de nouveaux nucléaires d'ici 2050. Alors, monsieur... Peut-être que d'autres ont un avis différent du mien. Alors, monsieur Bréchet, répondez, si vous voulez bien, à la question de Philippe Charlès. Comment accélère-t-on le développement du nucléaire ? Après, j'ai quelques questions à poser à Noémie Rebière sur le passage au vert des armées, parce qu'on est ici à l'école militaire. Puis je reviendrai vers vous aussi, mon cher Philippe, préparez votre réponse, parce que est-ce qu'on ne va pas quitter une dépendance d'énergie fossile pour en rejoindre une autre, celle des terres rares ou des métaux précieux ? Monsieur Bréchet, sur l'interrogation de Philippe. Alors, une première chose que je voudrais dire, quand je disais tout à l'heure assez férocement que j'attendais les décisions, il y a une chose qui me semble une très très bonne décision, c'est la création de la direction interministérielle du nouveau nucléaire, à qui ils ont mis à la tête de cette direction deux très grands ingénieurs, et ça veut dire que là, on commence à revenir les deux pieds sur terre. Et ça, c'est plutôt bon signe. Que ça soit au niveau interministériel et que ce ne soit pas des questions d'arbitrage entre le ministère de machin et le ministère de trucs. Le deuxième point qui me semble très important, c'est qu'il faut impérativement arrêter de faire des bêtises. Ça, c'est la première chose. Les bêtises à faire, c'est d'arrêter des centrales qui sont amorties, en parfait état de fonctionnement. L'arrêt de Fessenheim, ça restera dans les annales comme un monument de sottise. Donc ça, on peut déjà arrêter de faire ce genre de bêtises. De s'assurer que le prolongement du parc, ce prolongement-là, est pris sur des critères scientifiques et techniques et pas sur des critères politiques. Alors maintenant, pour ce qui est de la construction
de nouvelles centrales. Alors, on dit qu'il faut construire des EPR. Bon, très bien. Ce que je dis n'engage que moi, bien sûr, soit dit en passant. Construire des EPR, ça suppose déjà une première chose. Ça suppose de simplifier, simplifier, simplifier. On a vécu pendant 20 ans avec une ingénierie en roue libre qui finalement fabriquait des trucs de plus en plus compliqués parce qu'elle ne parlait pas avec des gens qui construisaient pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y avait plus personne qui construisait. Donc de remettre l'église au cœur du village et d'avoir des concepteurs qui travaillent avec les gens qui construisent de façon à avoir des choses qui tiennent debout, ça me semble un caractère impératif. La deuxième chose, donc ça, je pense qu'on peut reconstruire le nucléaire plus rapidement qu'on l'a fait, et ça serait difficile de faire plus longtemps. Ah oui. Il pleut à torrent, à torrent. Allô. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelqu'un qui Là, bon, je enfin pense bref. qu'il y a des services étrangers qui nous écoutent là. Je suis débarrassée. Monsieur Bréchet, continuez. Oui, Je ne sais je pas où il continue. pleut à torrent, mais il pleut. Je ne sais pas. Alors, donc, je continue. Maintenant, pour pouvoir construire, il y a une première chose qui est toute simple. Et les gens qui sont dans la salle, qui ont construit des sous-marins, qui ont construit des porte-avions, les gens du militaire, du nucléaire militaire, savent que la première condition, c'est d'avoir une distinction claire entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Quand on a une confusion des gens entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, plus personne ne sait comment faire les choses. La troisième chose, c'est d'arrêter de s'imaginer que la construction du nucléaire, c'est quelque chose qu'on sous-traite. La construction nucléaire nécessite une implication forte de l'État. Et regardons un peu notre histoire. Comment on a construit le parc électronucléaire français? On l'a construit parce qu'il y a eu à un moment un Marcel Boiteux qui a convaincu Pierre Messmer qu'on n'avait pas besoin de 150 formes de réacteurs, qu'il fallait en prendre qu'un. Et le bras droit de Marcel Boiteux, c'est quelqu'un qui s'appelait Michel Hugues. On a coupé mon audio. Non, mais quelqu'un qui s'appelait Michel Hugues, et ce quelqu'un a tenu de main de maître toute la logistique d'organisation. Donc ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, c'est de se dire, il faut en parallèle à ça, qui est l'outil qu'on a tout de suite, le format qu'on a tout de suite, d'essayer de réfléchir à un nucléaire qui serait plutôt de moyenne puissance, qui est ce qui se passe dans toute la planète. Ce nucléaire à moyenne puissance, grosso modo 1000 mégawatts. Il faudra un moment se demander pourquoi on a arrêté la version qu'on avait de ce nucléaire à moyenne puissance. Mais ça veut dire qu'il faut avoir cette vision-là. Je pense que le dernier point, ça ne va pas être la multiplication des SMR. Je regrette. Les réacteurs de petite taille sont faits pour des applications qui sont clairement identifiées. Il faut commencer par se dire pourquoi on veut en faire. Eh bien, on peut en faire pour les sites miniers qui sont éloignés des réseaux ou pour les sites de dessalination. C'est les deux marchés qui sont clairs. D'imaginer qu'on va faire des petits réacteurs pour pouvoir fournir des industriels en quantité, en électricité de manière autonome, moi, franchement, je n'y crois pas. Parce qu'un industriel qui a besoin d'électricité de manière massive, ou même de chaleur de manière massive, il a besoin de quelque chose qui est fiable et pas de quelque chose qui, du jour au lendemain, on peut lui dire, vous l'arrêtez. Donc, je pense que sur ces questions-là, il va falloir arrêter de rêver. Et le dernier point, mais j'y reviendrai plus tard, on ne peut penser à un nucléaire durable que si on pense à une relance durable du nucléaire, si on pense à un nucléaire durable. Et il y a des raisons techniques et des raisons géopolitiques en termes d'avoir accès au combustible qui imposent de penser dès maintenant le développement d'un nucléaire durable, c'est-à-dire d'un nucléaire qui fait usage optimal du combustible. Merci, Monsieur Bréchet. Madame Rébière, merci beaucoup d'avoir patienté. Je voudrais qu'on aborde maintenant la transition écologique de nos armées. Fer de lance, s'il en est, de la République française. Nos armées, la terre, la marine, l'air, sont en train aussi, évidemment, de mettre... elles sont dans la République, elles sont en train de mettre en place cette transition verte. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un char d'assaut circulant au gaz, à l'énergie de synthèse ou un Rafale électrique ? Merci beaucoup pour la question. En effet, les armées sont au cœur de ces enjeux qu'on a identifiés depuis ce matin. Alors tout d'abord, je n'utiliserai pas la terminologie de dire que les armées se mettent au vert, parce qu'en l'occurrence, elles sont bien évidemment extrêmement consommatrices de pétrole, notamment de par leur mission. Je vais vous donner quelques chiffres pour bien avoir en tête le mix énergétique des armées.
Les armées, ça représente, arrêtez-moi général si je me trompe, environ 1% de la consommation énergétique nationale. Et dans ce 1%, les armées vont consommer 75% de pétrole. Elles sont extrêmement dépendantes des produits pétroliers, notamment de par leur mission, notamment par l'aviation, qui représente elle-même 50% de la consommation de pétrole du ministère des Armées. La marine, pour sa part, représente 25% également de cette consommation pétrolière. Et les véhicules terrestres, environ 5 à 7%. Le reste de la consommation énergétique repose sur du gaz et de l'électricité pour alimenter les infrastructures, donc bien évidemment en chaleur, et également en électricité pour tout ce qui va être communication, télécommunication et usage administratif général. Donc les armées sont dans cette problématique vis-à-vis de la sortie du pétrole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution immédiate et rapide. Ce sera abordé dans la table ronde suivante pour permettre de faire des chars électriques ou des avions volant à autre chose que du pétrole. Il y a les carburants synthétiques qui sont actuellement explorés, mais c'est ce que disait Madame Mourlon ce matin. On a bien évidemment un enjeu de déploiement industriel et de développement massif pour répondre à la demande qui est absolument gigantesque. Je souligne ici que les armées, comme l'ensemble de la société, sont face, et particulièrement les armées, sont face à un paradoxe qui est celui du fait que les systèmes d'armes sont de plus en plus performants. On attend bien évidemment plus de vitesse, plus de performance technique, avec toujours plus de matériel embarqué. Et donc, pour être plus performant, il faut consommer plus. Donc il y a cet énorme enjeu pris en compte par le ministère des Armées déjà à partir des années 2018-2019 avec la publication de la stratégie énergétique de défense qui identifie bien cette nécessité de faire de la sobriété, de consommer moins, mieux, donc de faire plus d'efficacité, d'optimisation des moteurs, etc. Et également, donc il y avait le troisième point, c'était le volet sûreté, sécurité, donc de bien sécuriser ses approvisionnements. Donc aujourd'hui, on n'est pas à la veille d'un char électrique, tout simplement parce qu'un char a besoin d'énormément de puissance et qu'on ne sait pas y répondre à ce stade actuellement avec de l'électrification uniquement. Mais il y a des expérimentations en cours qui seront très largement abordées dans la table ronde suivante. Alors forcément, le journaliste que je suis est un peu caricatural dans la formulation, c'est pour ça que j'ai parlé du passage au vert des armées françaises. Mais question essentielle aussi, me semble-t-il, c'est que quand on parle de transition énergétique ou de consommation d'énergie fossile, puisque vous rappeliez évidemment que le pétrole est une donnée importante dans nos armées, l'interopérabilité des armes, le fait que l'outil digital est maintenant assez présent dans nombre des armes qui sont qui rentrent dans le corpus de la marine, de l'aviation ou de la terre, font qu'il y a une consommation des données. On l'a vu, c'est un des grands sujets pour les nations, c'est réduire l'empreinte due au stockage des données et autre chose. Est-ce que les armées travaillent également sur ce sujet, c'est-à-dire rendre moins gourmandes les stockages de données ou l'interopérabilité via l'outil digital ? Alors, l'interopérabilité d'un point de vue énergétique pour les missions, le premier élément d'interopérabilité, donc je m'éloigne d'emblée de la dimension digitale, c'est l'importance du carburant unique, qui est un carburant qu'on va trouver sur l'ensemble de la planète et qu'on peut mettre à la fois dans les véhicules terrestres et à la fois dans les aéronefs. L'outil digital, actuellement, n'est pas une solution en tant que telle pour rendre interopérables les systèmes énergétiques. Bien évidemment, il y a une consommation de la donnée, comme dans l'ensemble de la société civile, qui est grandissante avec tous ces outils qui vont être embarqués, etc. Il y a bien évidemment des data centers qui hébergent les données du ministère des Armées, qui mènent des réflexions. La DIRISI et la DGNUM ont ces réflexions en cours de comment est-ce qu'on rend plus autonome et moins gourmand, etc. Donc il y a bien évidemment l'utilisation de matériel digital moins consommateur, mais actuellement ça ne représente
représente pas du tout la majeure partie des consommations énergétiques. Et cette dimension d'interopérabilité, là vraiment où on la retrouve sur le plan énergétique, c'est avant tout sur les systèmes de carburant. Et pour le domaine naval, ça va être la capacité d'aller se fournir dans des ports à l'étranger pour se ravitailler en carburant. Donc la problématique, elle est réellement là. Après, bien évidemment, vu qu'on est dans une démarche de transition énergétique, il y a toute une réflexion notamment sur l'électrification de la mobilité, notamment terrestre. Et l'enjeu à terme, parce qu'on est actuellement, la DGA est en train de développer avec les industriels une expérimentation pour avoir des véhicules de troupes et des véhicules blindés légers qui seraient hybrides et non pas totalement électriques. Donc il y a toute cette réflexion. Et si on tend à terme vers des véhicules notamment terrestres qui seraient électrifiés ou en tout cas hybrides, il y a tout un enjeu d'interopérabilité des batteries et de normalisation sur l'ensemble de ces sujets. La question aujourd'hui de l'outil numérique pour permettre cette interopérabilité, elle ne se pose pas tout à fait. Alors je voulais aussi aborder le point des comparaisons qu'on pourrait faire entre les armées françaises et d'autres armées, qu'elles soient membres de l'OTAN ou pas. Est-ce que du point de vue de cette transition, on a bien compris qu'il n'est pas pour demain, on est en retard, on est en avance. D'ailleurs, est-ce que c'est important d'être en retard ou d'être en avance ? Alors, on n'est pas spécifiquement en retard. Bien évidemment, les plus avancés, ce sont l'armée américaine, qui ont pris en compte cette dimension énergétique d'un point de vue stratégique depuis déjà une dizaine d'années. Il y a énormément de travaux et de réflexions au sein des armées européennes, notamment je citerai les Néerlandais, les Allemands, les Belges, les Britanniques également. Par exemple, les Britanniques ont fait une expérimentation récemment en novembre 2022, si ma mémoire est bonne, pour faire voler un A330 MRTT, donc un ravitailleur pétrolier en vol, un avion ravitailleur, 100% au carburant synthétique. Donc ils sont plutôt en avance. La DGA a également fait des expérimentations avec le NH90, qui est un hélicoptère de l'armée française, où ils ont fait voler ce NH90 avec 84% de biocarburant, de carburant synthétique. Donc on avance, on regarde bien évidemment ce que font les autres, et ceux qui vont certainement être un petit peu plus avancés, qui vont certainement avoir les moyens de développer plus d'expérimentation, c'est les États-Unis qui ont pris cette question en compte depuis bien longtemps. Notamment, il faut vraiment souligner ça, que c'est extrêmement lié aux enjeux climatiques. C'est-à-dire que énormément de pays européens, et notamment les États-Unis et le Canada, ont fait des stratégies. Nous, on a une stratégie énergétique de défense qui a été publiée en 2020 et une stratégie climat et défense qui a été publiée en 2022. Et régulièrement, ces stratégies sont couplées chez d'autres pays partenaires. Et donc, ils mettent l'enjeu de la transition énergétique pour leur force, tout à fait lié avec cet enjeu de décarbonation et d'efforts commun pour participer à l'effort, en tout cas, de décarbonation globale. C'est un vrai sujet, l'avance américaine, parce que évidemment, c'est un argument supplémentaire pour l'exportation et la vente de matériel militaire américain. Quand on voit comment les Américains imposent des standards militaires à l'intérieur de l'OTAN, j'ai en mémoire le premier crédit européen de la Pologne qui rentrait dans l'Union européenne, qui avait été utilisé pour acheter des F-16 américains. On voit bien que la pression, évidemment, est très forte. Le fait que les Américains soient en avance sur leur matériel militaire pour la transition énergétique, c'est un argument supplémentaire de vente, même s'ils n'ont pas besoin de ça, du matériel militaire américain au détriment des projets européens qui battent un peu de l'aile parce que les Allemands ont l'air un peu derrière. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation quand même ? Alors je crois qu'ils ont effectivement, comme vous l'avez dit, pas besoin de ça pour avoir une très très forte part du marché de la défense au niveau mondial. Et en fait, la question de cette transition, on va la retrouver plus sur la dimension de l'infrastructure, donc de l'optimisation des bases, de la consommation sur les bases. Et c'est réellement à cet endroit-là qu'on va véritablement voir les effets de la transition énergétique. Parce que sur l'ensemble du matériel capacitaire, qu'il soit naval, aérien ou terrestre, on a moins cette transition énergétique qui allève, parce que bien évidemment, pour des raisons de performance, c'est plus compliqué. Donc en fait, c'est vraiment sur le volet des infrastructures qu'on va le voir. Donc pour vendre à l'export, je ne crois pas que cette question de la transition énergétique de la part des Américains soit un argument supplémentaire vis-à-vis des marchés européens. Mais à contrario, par exemple, l'avion, je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais elle me vient
vient à l'esprit. L'A400M, transport de troupes qui devait, ou qui remplace le Transal avec perche de ravitaillement en vol pour transporter des troupes, est-ce que lui, il est sur une base très transition écologique? Parce que, à contrario, s'il ne l'est pas, on aura du mal, au-delà des armées européennes qui en voudront bien, à l'exporter. Alors en fait, l'ensemble, mais ça empiète un tout petit peu sur la table ronde suivante. Pardon. Parce que je pense qu'on va vraiment rentrer dans la table ronde suivante sur les enjeux capacitaires. En fait, les motorisations, notamment des aéronefs, sont à ce stade toujours à partir de combustibles pétroliers. Donc l'enjeu, c'est surtout de réussir à incorporer des carburants synthétiques qui ne changent, alors peu ou prou, en fait, véritablement la motorisation. Donc en fait, la DGA a certifié certaines motorisations et donc l'enjeu, ça va être de réussir à produire assez de carburant synthétique pour répondre aux besoins des aéronefs. La motorisation en tant que telle, d'un point de vue technique, n'est aujourd'hui pas du tout vers de l'hydrogène ou autre chose. On reste sur des carburants, sur une utilisation de carburant. On continue à avoir des joint ventures, Safran, Rolls-Royce pour les moteurs, qui sont des moteurs classiques, mais Safran travaille aussi sur des moteurs hybrides. Pour l'aviation, je pense qu'on n'y est pas du tout à une réflexion de moteur hybride. Pour le véhicule terrestre, c'est le cas, mais pour l'aviation, on n'y est pas encore. Mais encore une fois, je laisse la table ronde suivante rentrer sur toute cette dimension capacitaire qui est très spécifique. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la fin de la réponse d'Yves Bréchet tout à l'heure, qui a parlé de l'uranium, et vous interrogez, Philippe. Oui. Voilà, je disais tout à l'heure, est-ce qu'on ne va pas quitter une dépendance, celle des énergies fossiles, à terme, projetons-nous, où il y avait, je sais pas, 15, 16, 17 pays membres de l'OPEP, qui nous poussait dans les chocs pétroliers 73-79 pour atterrir dans une autre dépendance, parce que l'uranium, les métaux rares, le cobalt, le lithium, enfin tout ce qui rentre par exemple dans la confection d'une batterie électrique, c'est quoi? C'est 3-4 pays qui en détiennent les réserves. Oui. Alors d'abord, une minute rebondir sur ce qu'a dit Noémie, parce que c'est très important. C'est que ce que vous avez dit, donc, c'est-à-dire que finalement la technologie avec les carburants synthétiques faisait que technologiquement aujourd'hui c'est pas un problème de fond et ça marche. Le problème, ce sont les volumes, et on en revient toujours à cette question. Retenez fondamentalement que la transition énergétique n'est pas fondamentalement un problème de technologie, mais un problème de mise à l'échelle. C'est-à-dire que chaque fois que vous supprimez des fossiles et que vous voulez les remplacer par autre chose, vous êtes tout de suite confronté à un effet d'échelle, que ce soit le nombre d'éoliennes, la surface de panneaux solaires, la quantité de déchets, la surface agricole ou la quantité d'eau pour produire des biocarburants. On est chaque fois confronté au même problème. Et donc, encore une fois, fondamentalement, toutes les technologies existent, et elles existaient même avant les technologies fossiles. La voiture électrique a été inventée, je crois que c'était en 1839, c'est-à-dire 30 ans avant que Diesel et Otto Bodrocha n'inventent le moteur thermique. Donc ce sont des technologies qui sont connues et éprouvées, mais tout le problème, c'est d'arriver à produire le carburant au sens large en quantité suffisante. Juste pour compléter sur cette dimension d'échelle, l'énorme enjeu pour les carburants synthétiques, c'est également l'accès à l'ensemble des ressources. Ça a déjà été dit ce matin par Madame Mourlon, c'est-à-dire l'accès à la biomasse qui est déjà sous tension extrême, et également, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais l'accès à l'eau pour produire l'ensemble de cette biomasse et répondre aux enjeux industriels sur ce point, notamment des carburants synthétiques. Tout à fait. Il faut aussi rajouter que produire un carburant synthétique, c'est quand même une débauche d'énergie, puisque vous commencez par produire de l'électricité, vous utilisez l'électricité pour produire de l'hydrogène, vous captez du CO2 et vous le combinez à de l'hydrogène pour produire le carburant synthétique. Donc à chaque transformation, vous avez une perte de rendement, et bien évidemment, vous arrivez à des rendements déplorables à la fin. Et donc si vous voulez en produire des quantités gargantuesques, ça fait une quantité d'énergie au départ qui est absolument invraisemblable. Maintenant, pour répondre à votre question, parce que j'ai dérivé parenthèse, parce que vous me parlez de consommation d'énergie, on en est où du projet ITER d'ailleurs? Le projet dans le sud de la France, vous savez, c'est ce tuyau qui allait nous produire de l'énergie pour des fusions nucléaires. Fusion nucléaire, oui. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser un gros atome et le casser en deux, mais fusionner deux petits atomes, ce qui demande d'accéder à des températures énormes. Alors, c'est ce que le Soleil fait tous les jours depuis 4 milliards d'années. Lui, il est capable de le faire, mais nous, c'est un peu plus difficile. Yves Bréchet, on en est où? Vous avez peut-être des infos lui a peut-être plus d'infos. Peut-être. Et puis on revient sur les terres rares. On n'aura pas de production d'électricité commerciale pour 2050. Je ne crois pas en fusion nucléaire. Yves Bréchet, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez des nouvelles d'ITER? Ça va bien?
J'ai des nouvelles régulières d'ITER, ça avance, les travaux progressent bien, mais le problème est que c'est pas à portée de main. Enfin, ça fait je taquine volontiers mes amis d'ITER et de la fusion en leur disant: «On résoudra les problèmes d'énergie avec la fusion quand on résoudra les problèmes de surpopulation avec les voyages intergalactiques». C'est sûrement vrai à un moment, mais je suis incapable de vous dire quand. Ceci dit, je pense que ces études méritent d'être faites, mais il faut encore une fois pas les survendre comme d'habitude. Il faut juste dire ce qui est vrai. Philippe, Alors maintenant les pour les terres métaux rares, rares. uranium, Donc cobalt, effectivement, lithium. la transition énergétique, nous allons passer d'une dépendance pétrolière, gazière, charbonnière à une dépendance minière. Pourquoi? Tout simplement parce que pour faire la transition énergétique, on a besoin d'un tas de métaux. D'ailleurs, je ne les appelle pas métaux rares, je les appelle plus métaux critiques, parce que parmi ces métaux, il y en a comme le cuivre, qui est peut-être le premier où on enregistrera Oui, parce que les un éoliennes en manque. demandent beaucoup. Bah oui, à partir du moment où vous mettez des éoliennes et des panneaux solaires dispersés, ou vous mettez des éoliennes en mer, forcément, pour les connecter et amener l'électron au consommateur, vous avez besoin de plus de cuivre que quand vous avez une centrale nucléaire où vous faites partir un câble. Bon, pour faire simple, c'est évident. Et donc, si on regarde déjà le cuivre, vous avez un producteur très important de cuivre. Je ne sais pas si vous savez quel est le premier producteur de cuivre, c'est le Chili. Vous avez énormément de cuivre dans la cordillère des Andes. Vous avez aussi la RDC, République démocratique du Congo, qui n'a d'ailleurs de démocratique que son nom, est un producteur de cuivre très important et aussi un producteur de cobalt très important. D'ailleurs, le cobalt est toujours associé au cuivre et au nickel. C'est pour ça qu'au Katanga, les gisements étaient à la fois des gisements de cuivre, de nickel et de cobalt. Donc le cuivre très important et assez peu. La Chine, le Chili et la RDC, c'est 60% de la production mondiale de cuivre. Après, on va prendre le cobalt. Alors là, c'est encore pire parce que c'est essentiellement un pays qui aujourd'hui produit 60% de la consommation mondiale de cuivre et détient pratiquement entre 60 et 75% des réserves, c'est la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, la Chine est très active, République démocratique du Congo, où Gécamine, qui était la société belge qui opérait, a un peu été mise à l'écart, et les Chinois sont très très présents pour le cobalt de RDC. Après, vous avez le lithium. Le lithium, 3 grands pays, Argentine, Chili à nouveau et Australie. Et puis, vous avez d'énormes réserves de cuivre dans le Salar d'Uyuna en Bolivie. Donc là, on retourne en Amérique du Sud. Donc, on va dire que l'Amérique du Sud est presque le monopole mondial du lithium. Un peu au Canada aussi. L'uranium, essentiellement le Kazakhstan, 50% de la production mondiale d'uranium. D'où la visite du président de la République récemment. Vient aujourd'hui du Kazakhstan. Vous avez ensuite le Niger, où on n'est plus a priori tellement les bienvenus, d'après ce que j'ai compris, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus. Et puis vous avez aussi Canada, Australie, qui sont des pays un peu plus faciles, qui sont des gros producteurs d'uranium. Et enfin, vous avez les métaux rares. Vous avez le graphite, qui n'est pas un métal rare, mais donc vous avez dans une batterie une électrode au graphite et une électrode au cobalt. Et le graphite, alors là, c'est purement chinois. C'est 70% de la production mondiale de graphite vient de Chine. Et en ce qui concerne les métaux rares, vous en avez toute une panoplie, l'iridium, le niobium, etc. Essentiellement, ça vient de Chine. Également important, le platine, puisque quand vous avez un électrolyseur, vous avez une électrode au platine, et il y en a également énormément en Chine. Il y a un très beau graphe qui a été publié récemment dans le World Energy Outlook de l'Agence internationale de l'énergie, qui montre en fait que pratiquement tous les métaux rares sont concentrés dans au maximum 3 pays, alors qu'on peut dire que le pétrole et le gaz s'étaient plutôt concentrés dans une quinzaine de pays. Donc la concentration minière est encore aujourd'hui beaucoup plus forte que la concentration pétrolière et gazière. Or, évidemment, la dépendance énergétique, même pas la dépendance énergétique, on va plutôt parler, comme l'a dit Samuel, de sécurité énergétique, donc c'est-à-dire d'avoir des fournisseurs fiables. Moins vous avez de fournisseurs, plus vous avez de risques d'avoir des défauts de fourniture de vos métaux rares. Donc incontestablement, le problème des métaux
est un problème crucial. Et d'ailleurs, bon, l'Union européenne le sait, puisqu'elle a créé ce qu'on appelle le Critical Material Act, qui essaye de redévelopper la mine en France. Mais plus le nombre de pays est petit, Philippe, dont on dépend, plus le risque est important. Et plus le risque est important. Alors, développer la mine en Europe, c'est très bien, mais il n'y a rien de plus dégueulasse que la mine. Hein. C'est encore plus dégueulasse que le pétrole. Vous avez des métaux lourds, vous avez énormément besoin d'eau pour séparer, etc. Est-ce que l'électeur européen est prêt à accepter de la mine à côté de chez lui, alors qu'on a dit qu'on retirait les mines et qu'on sous-traitait? La question est posée. Et qu'on ne voulait pas de gaz de schiste. On veut pas de gaz de schiste, on ne veut pas de mine, mais on veut de l'électricité. C'est effectivement, il y a un double enjeu qui est celui global de la réduction de la consommation au niveau global, parce que l'idée n'est pas de remplacer l'ensemble des consommations par une autre dépendance. Bien évidemment, on va rentrer dans une autre dépendance qui est très forte, que vous avez très largement identifié. Et également, il y a l'ensemble qui est très problématique pour les Européens, c'est la dépendance à l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle, où on parle là des ressources en tant que telles, mais il y a tout le processus pour transformer, extraire d'abord, transformer, raffiner et produire des produits semi-finis voilà, qui sont extrêmement énergivores et bien sûr extrêmement consommateurs en eau également. Donc ça, c'est quelque chose qui est pris en compte pour en revenir aux armées par le ministère des Armées, avec notamment, si vous voulez un petit peu approfondir certaines lectures, un observatoire qui s'appelle l'Observatoire pour la sécurité des flux et des matières énergétiques, où sur l'ensemble des grandes filières, hydrogène, nucléaire, batterie, toutes ces dépendances à l'ensemble des chaînes de valeur industrielle et aux métaux rares spécifiques, qui sont chaque fois très spécifiques à certaines filières, sont identifiées dans l'ensemble de ces rapports de manière très précise, avec des cartographies notamment de ces dépendances. Donc c'est des enjeux extrêmement importants qui sont aujourd'hui largement identifiés. Si je pouvais ajouter un très rapidement. tout petit mot, parce que je ne l'ai pas dit, donc c'est le recyclage. Donc c'est-à-dire qu'il y a effectivement un gros potentiel de recyclage sur les métaux critiques. Le cuivre, bon, lui, ça se recycle assez facilement. Il faut quand même savoir aujourd'hui que la moitié de l'acier produit en Europe est de l'acier recyclé. Donc le recyclage sur la matière est beaucoup plus facile. Hein. On ne recycle pas l'énergie, mais on peut recycler la matière. Sur les métaux rares, c'est toujours pareil. Ce sont des toutes petites quantités. Et donc extraire, par exemple, de nos vieux téléphones portables qui contiennent du lithium qui est encore utilisable, c'est un processus qui est très énergétivore et très coûteux. Et donc, bien souvent, l'extraction naturelle dans le minerai est moins coûteuse et moins énergétivore même que l'extraction à partir de recyclage. Mais la filière recyclage doit être absolument analysée, sachant que le problème fondamental du recyclage, c'est déjà la collecte. Oui, et puis l'économie circulaire touche tous les secteurs aujourd'hui. Absolument. Et puis juste avant de laisser la conclusion à Yves Bréchet, très rapidement, rappelez quand même qu'il y a deux Congos, mon cher Philippe. Il y a le Congo-Brazzaville de M. Sassou Nguesso, il y a la République démocratique du Congo de Félix-Antoine Tshisekedi, qui est de l'autre côté du fleuve. Oui, et c'est les deux capitales les plus proches du monde, puisqu'elles sont à 12 km, et que l'avion d'Air France fait escale à Brazza et à Kinshasa, ce qui est quand même... Là, j'ai bien parlé du Congo-Kinshasa. Monsieur Bréchet, pour la conclusion. Oui, je voudrais revenir sur une question qui me semble essentielle compte tenu de l'audience, c'est la question géopolitique. L'énergie est une condition indispensable de la souveraineté d'un pays. Ça veut dire c'est pour ça que l'État doit être absolument impliqué là-dedans. Si on concerne l'énergie nucléaire, il y a besoin d'uranium pour la faire fonctionner. On a développé les PWR, les réacteurs à eau pressurisée en France, parce qu'on a été capable d'enrichir l'uranium de manière industrielle. Maintenant, l'uranium, encore faut-il en avoir. Donc, comme on vient de nous le rappeler, il y a 4 grands producteurs. Le Kazakhstan, c'est pas forcément celui dont je préférais les en tout premier lieu. Le Niger, clairement pas non plus. Quant au Canada, c'est quand même très proche. C'est quand même très proche des États-Unis. Et l'Australie est quand même fortement influencée par la Chine. Donc, on a un problème potentiel de disponibilité de la ressource. Et c'est aussi pour ça que je pense que si on pensait durablement le nucléaire, il est indispensable de relancer le nucléaire durable, c'est-à-dire celui qui est capable non pas de dépendre d'activités minières, mais qui est capable de dépendre de la ressource que l'on a en uranium appauvri. Et cette technologie, on l'a depuis des années. Voilà, merci Yves Bréchet d'avoir conclu de manière synthétique. Je voudrais remercier Madame Rébière sous vos applaudissements, Monsieur Philippe.
Charlès et Monsieur Yves Bréchet. Reprise du colloque vers 14h45. Merci à tous. Et merci à vous. Oui, effectivement, notre intervenant, M. Bréchet, n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et je dirais, cette interruption n'était liée qu'à la technique. Aussi, je lui demande de bien vouloir nous en excuser. Ça va être une lecture, donc bien moins séduisant que l'expression orale qu'aurait pu avoir M. Bréchet. Il s'interrogeait, ou du moins sa conclusion, voire sa pensée était pour un nucléaire durable, de la nécessité de reprendre un programme structuré sur les réacteurs à neutrons rapides. Il précise que pour relancer durablement le nucléaire, il lui paraît indispensable de maîtriser le nucléaire durable. Cela signifie de faire le meilleur usage possible de la ressource en uranium, puisqu'il précise que nous disposons de 300 000 tonnes d'uranium appauvri, ce qui nous donnerait un millénaire d'autonomie énergétique. C'est essentiel compte tenu de la situation géopolitique des fournisseurs majeurs d'uranium. C'est essentiel pour la propulsion nucléaire. C'est essentiel pour notre souveraineté. La solution scientifique à cette question est connue. L'utilisation des neutrons rapides. Elle permet d'utiliser l'uranium appauvri mélangé au plutonium produit par les réacteurs à neutrons thermiques et de régénérer le plutonium sans accumuler les actinides mineurs. Le résultat est un meilleur usage de la ressource et une meilleure gestion de l'aval du cycle. Cette technologie est maîtrisée dans son principe et la France a été pionnière dans ce domaine avec des projets tels que Mazurka, Rhapsody, Phoenix, Superphénix et Astrid. Les arrêts de Superphénix et de Astrid sont des fautes graves contre l'intérêt du pays et il est encore temps de les corriger. Sur une question aussi importante, il faut se garder de deux stratégies d'évitement des évidences physiques. La plus sournoise est d'imaginer qu'une solution alternative, naïvement déduite de l'utilisation du MOX, serait le multirecyclage en REP. La physique est têtue. Les neutrons rapides favorisent la fission. Les neutrons lents génèrent une quantité importante d'absorption de neutrons. Le plutonium, passé en neutrons lents, se transforme progressivement en actinides mineurs qui ont le double inconvénient d'être des déchets et non des ressources et de polluer le fonctionnement des réacteurs. Prendre cette voie revient à rendre plus difficile l'opération du parc, qui n'a vraiment pas besoin de cela, et de complexifier la gestion de l'aval du cycle. Le MERP, je pense qu'il s'agit en toute novice de ce qui vient d'être dit, multirecyclage des réacteurs à réseau, enfin à haute pression, quelque chose dans ce goût-là. Veuillez m'excuser pour mon ignorance. Est une fausse solution. La seconde façon pour l'État de se défausser de son devoir est de penser déléguer à des start-up le développement d'une filière à neutrons rapides directement calquée sur l'acquis de 3 décennies de recherche en France dans ce secteur. Le faire sans précaution en ce qui concerne la propriété intellectuelle revient à brader le savoir-faire acquis en le mettant à la merci d'un investisseur. Il nous précise, entre parenthèses, Bill Gates, qui, lui, a parfaitement compris que la filière à neutrons rapides est la clé de voûte d'un nucléaire durable, s'en frotte déjà les mains. Une relance durable du nucléaire signifie aussi une relance du nucléaire durable, et une relance du nucléaire durable nécessite un programme de recherche porté par l'État
pour développer un prototype de réacteur et d'une usine de fabrication du combustible pour être en état de déployer cette filière le moment venu. Ce projet doit être lancé maintenant en repousser le lancement expose à une perte des compétences acquises et à se trouver contraint d'acheter à terme à des investisseurs plus clairvoyants une technologie dont nous sommes les inventeurs et dans laquelle nous avons été jusqu'à récemment les leaders.